C'était une nuit glaciale à la gare routière, il ne restait plus qu'un seul départ. Carter Hayes serrait dans sa main le dernier billet. La seule façon de rentrer chez lui, auprès d'Audrey, sa fille de 8 ans qui brûlait de fièvre et peinait à respirer. Puis il vit une inconnue, manteau trempé, grelottant de froid, poussée hors de la file par la sécurité parce qu'elle n'avait pas d'argent. Ses yeux ne suppliaient pas, ils montraient seulement du désespoir. Carter déglutit péniblement, s'avança, posa le billet dans sa main et tourna les talons. Carter Hayes avait 36 ans et travaillait de nuit comme technicien de maintenance dans un vieil immeuble de bureaux du centre-ville. Le salaire était maigre, sans aucune sécurité. Chaque poste signifiait ramper dans des gaines de ventilation poussiéreux, réparer des chaudières en panne et faire semblant de ne pas entendre les cadres à l'étage se plaindre des gens comme lui. Il vivait dans un appartement loué à l'est, le genre de quartier où les propriétaires ne réparaient jamais les fuites et où les voisins se mêlaient de leurs affaires. Les murs étaient fins, le radiateur claquait, le loyer était toujours à 2 semaines de retard. Il était seul depuis 5 ans. Sa femme était morte dans un accident de la route un matin d'hiver semblable à celui-ci. Il n'en parlait pas souvent. Il y avait une tasse ébréchée dans le placard qui gardait encore la trace de son rouge à lèvres sur le bord. Il y avait un manteau suspendu dans le placard qu'il n'arrivait pas à donner. C'était tout ce qu'il s'autorisait à se rappeler la plupart des jours. Audrey avait maintenant 8 ans. Elle avait les cheveux sombres de sa mère et la résilience tranquille de son père. Elle avait aussi de l'asthme, du genre qui s'enflammait dès que la température chutait ou que l'air devenait humide. Chaque vague de froid était un compte à rebours. Chaque sifflement était un avertissement. Carter avait appris à reconnaître le son de sa respiration laborieuse au téléphone. La façon dont elle essayait de paraître courageuse, même quand elle était terrifiée. Ce soir-là avait été une de ces nuits. Il venait d'être payé, mais l'argent était déjà promis, facture médicale du mois dernier, loyer en retard, nouvelle ordonnance d'inhalateur. Une fois tout déduit, il ne lui restait que de quoi acheter un seul billet de bus pour rentrer. Pas de taxi, pas de covoiturage, juste le dernier bus de la nuit. La gare était presque vide. Les néons grésillaient et clignotaient au plafond. L'air sentait le gasoil et le béton mouillé. Les haut-parleurs crachotaient des annonces automatiques. Carter se tenait près du guichet, téléphone collé à l'oreille. À l'autre bout, Audrey toussait. Ce n'était pas une petite toux polie. C'était profond, rauque, le genre qui lui serrait la poitrine par sympathie. « Je vais bien, papa, dit-elle, la voix faible. Il entendit le mensonge. Elle essayait d'être forte pour lui, exactement comme il essayait d'être fort pour elle. Carter jeta un coup d'œil à l'horloge murale. 40 minutes. S'il prenait ce bus, il serait chez lui en 40 minutes. Il pourrait lui donner l'inhalateur. Il pourrait s'asseoir près d'elle jusqu'à ce que le sifflement s'arrête. Il pourrait s'assurer qu'elle était en sécurité. J'arrive, ma puce. Tiens bon. Il raccrocha et expira lentement. Le billet était chaud dans sa main. Puis il entendit du bruit près de l'entrée de la gare. La femme apparut d'abord du coin de l'œil, une silhouette floue de tissu sombre et de cheveux mouillés. Elle avait peut-être 32 ans, un visage épuisé mais pas vaincu. Son manteau était simple et trempé, collé aux épaules. Ses chaussures étaient usées et sales, comme si elle avait marché des kilomètres. Mais il y avait quelque chose dans sa posture qui ne collait pas. Elle se tenait trop droite. Son regard était trop vif. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui demandait de l'aide. Elle avait l'air de quelqu'un qui faisait très attention à ne pas être reconnu. L'agent du guichet, un homme d'âge moyen nommé Otis, la fixait avec suspicion ouverte. « Pas d'argent, pas de billets, dit-il platement. La femme fouilla dans la poche de son manteau, n'en sortit rien, et son expression vacilla une fraction de seconde. Panique, désespoir. Puis cela disparut, remplacé par quelque chose de plus froid. « Je peux payer demain, dit-elle. » Sa voix était calme, mais tranchante. « Bien sûr, marmonna Otis. » Il fit signe vers la sortie. « Circulez. » Avant qu'elle puisse répondre, un agent de sécurité s'avança. Il s'appelait Bernie et avait l'air d'un homme qui aimait les petites démonstrations de pouvoir. Il attrapa son bras, pas brutalement, mais assez fermement pour marquer le coup. « Tu as entendu. Dégage. » Carter regarda la femme se laisser guider vers la porte. Elle ne résistait pas, elle ne criait pas, elle se contentait de se laisser faire, le visage impassible. Mais quelque chose tomba de sa poche de manteau. Une carte en plastique, peut-être une carte d'identité.
Peut-être autre chose. Elle se baissa rapidement, la ramassa et la remit dans sa poche avant que quiconque puisse la voir. Carter plissa les yeux. Ce n'était pas le geste de quelqu'un de maladroit. C'était le réflexe de quelqu'un qui cachait quelque chose. La femme leva les yeux vers le tableau des départs, ses lèvres bougeant comme si elle lisait les horaires à voix basse. Elle connaissait le système, trop bien pour quelqu'un qui n'avait soi-disant ni argent ni plan. Et quand elle se tourna légèrement, Carter la vit éviter délibérément la caméra de surveillance au-dessus de la porte. C'était subtil, mais c'était là. Il reconnut quelque chose en elle. Pas son visage, pas sa voix, mais la façon dont elle se tenait quand Bernie l'avait poussée. La façon dont sa mâchoire s'était crispée, mais son expression était restée neutre. Il avait ressenti cela avant. L'humiliation d'être traité comme un moins que rien. L'épuisement de faire semblant que ça ne faisait pas mal. Le haut-parleur crachota. Dernier embarquement pour la ligne d'Où. Fermeture des portes dans 60 secondes. Carter baissa les yeux sur le billet dans sa main. Son pouce effleura les numéros imprimés. Il pensa à Audrey. Il pensa au trajet de 40 minutes. Il pensa à quel point sa respiration avait empiré ces 10 dernières minutes. Puis il regarda la femme. Elle se tenait maintenant juste dehors, derrière les portes vitrées, les épaules voûtées contre le froid. Elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas, elle restait là, comme si elle n'avait plus d'option et qu'elle était trop fatiguée pour s'en soucier. Carter ressortit son téléphone et rappela Audrey. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. « Papa, salut, ma chérie, comment tu te sens? Ça va. » Une autre toux, plus profonde cette fois. « Tu rentres bientôt. » Il ferma les yeux. « Oui, presque. D'accord. » Sa voix était si petite. « Je vais bien, papa. Vraiment. » Elle mentait. Il le savait, et elle savait qu'il le savait. Mais ils faisaient semblant tous les deux, parce que c'était ce qu'ils faisaient. « J'arrive bientôt, dit-il. » Il raccrocha. La femme était toujours dehors, son souffle formant de la buée dans l'air froid. Le moteur du bus démarra. Carter regarda le billet une dernière fois. Puis il se dirigea vers la porte. Bernie était toujours près de l'entrée, bras croisés. Il ricana en le voyant approcher. « Tu vas rater ton bus, mon gars. » Carter l'ignora. Il sortit et marcha droit vers la femme. Elle leva les yeux, surprise, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un venait vers elle au lieu de s'éloigner. Il lui tendit le billet. « Prenez-le. » Elle le fixa. « Quoi, le bus? Prenez-le. » Sa voix était neutre, définitive. « Ne revenez pas. » Pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis sa main se tendit lentement, comme si elle craignait qu'il ne le retire au dernier moment. Ses doigts se refermèrent sur le billet. « Pourquoi ?» Carter ne répondit pas. Il se contenta de tourner les talons et de revenir vers la gare. Derrière lui, il entendit ses pas courir vers le bus. Il entendit les portes s'ouvrir en sifflant. Il entendit le chauffeur crier « Dernier appel ». Bernie éclata de rire. « Sérieux, tu viens de donner ton ticket ?» Carter ne dit rien. Il regarda à travers la vitre la femme montée dans le bus. Elle s'arrêta en haut des marches et se retourna vers lui, le visage indéchiffrable. Puis elle disparut à l'intérieur. Les portes se fermèrent. Le bus s'éloigna, ses feux arrière s'estompant dans l'obscurité enneigée. Otis secoua la tête derrière son comptoir. « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. » Carter sortit son téléphone et envoya un message à sa voisine Amanda. Elle était elle-même mère célibataire, elle comprenait ce que c'était que d'avoir besoin d'aide. Il lui demanda de vérifier comment allait Audrey. Elle répondit immédiatement « J'y vais ». Il resta là encore un moment, fixant l'endroit vide où le bus s'était trouvé. Puis il remonta la fermeture de son manteau, releva le col et sortit dans la tempête. La neige tombait plus fort maintenant. Le vent traversait sa veste comme des lames. Le trajet à pied jusqu'à chez lui faisait 7 ou 8 kilomètres, peut-être plus s'il prenait le chemin plus sûr sous le viaduc. Carter avait déjà marché dans de pires conditions. Il se dit que ça irait. Il se dit qu'il suffisait de continuer à avancer. Les lampadaires clignotaient tandis qu'il avançait dans les rues désertes. La plupart étaient éteints. La ville coupait les services depuis des mois, et ce quartier était toujours le premier à perdre l'électricité. Carter gardait la tête baissée et se concentrait sur un pas après l'autre. Ses doigts étaient déjà engourdis dans ses gants. À mi-chemin du 2e kilomètre, une voiture surgit de nulle part. Ses phares balayèrent la route verglacée trop vite, les pneus dérapant. Carter eut à peine le temps de sauter sur le côté. Il heurta violemment le tas de neige,
son épaule s'écrasant contre la terre gelée. La voiture ne s'arrêta pas. Elle ne ralentit même pas. Carter resta allongé un moment, le souffle coupé, fixant la neige qui tombait. Il se releva. Sa tête pulsait, son épaule faisait mal, mais rien ne semblait cassé, alors il continua à marcher. À la maison, Audrey empirait. Amanda était arrivée et avait trouvé la petite fille en train de lutter avec son inhalateur, les mains tremblantes au point de ne pas pouvoir appuyer correctement sur la cartouche. Amanda appela le 911, mais le régulateur dit que les routes étaient trop dangereuses. Les ambulances étaient retardées. Le mieux qu'il pouvait faire était d'attendre. « Où est mon papa ?» murmura Audrey. « Il arrive, ma puce. Il sera là bientôt. » Mais la respiration d'Audrey devenait de plus en plus superficielle. Ses lèvres commençaient à pâlir. Amanda attrapa une couverture et l'enroula autour des épaules de la fillette, essayant de la calmer. « Respire doucement. D'accord. Inspire, expire. Lentement. » Audrey hocha la tête, mais ses yeux étaient grands ouverts de peur. « Il va bien, il est juste coincé dans la neige. » Audrey regarda vers la fenêtre. Dehors, la tempête hurlait. Carter était plus près maintenant. Il distinguait les contours de son immeuble au loin. Ses jambes pesaient comme du plomb, ses poumons brûlaient à cause du froid. Il était si concentré sur l'avancée qu'il ne vit pas la plaque de verglas noir avant que son pied ne glisse. Il tomba lourdement, sa tête heurtant le bord d'une marche en béton. Pendant un instant, tout devint blanc, puis gris. Puis il se retrouva allongé sur le dos, fixant le ciel, incapable de se rappeler comment se lever. Il entendit des pas. Quelqu'un criait. Un livreur nommé Finn, qui déposait des colis à proximité, l'avait vu tomber. « Eh, ça va ?» Carter essaya de répondre, mais sa bouche ne fonctionnait pas. Finn sortit son téléphone et appela les secours. Puis il s'agenouilla près de lui et continua à parler, essayant de le maintenir conscient. « Reste avec moi, mec. L'ambulance arrive. » Carter entendit les sirènes au loin. Il entendit le nom de sa fille résonner dans sa tête. Puis tout devint noir. Dans le bus, Sarafina Blake était assise au dernier rang, le plus loin possible des autres passagers. Ses mains tremblaient encore. Elle les plaqua sur ses cuisses et essaya de respirer calmement. Le billet était toujours serré dans sa main droite. Elle le fixait comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans un procès qui n'avait pas encore commencé. Elle était la PDG de Blake Transit Group, le plus grand réseau de transport public de la ville. Elle avait passé les 3 dernières semaines à mener une enquête secrète sur sa propre entreprise. Les registres de maintenance étaient falsifiés, les inspections de sécurité sautaient, l'équipement remplacé par des pièces moins chères et de qualité inférieure, et l'argent économisé était détourné vers des comptes privés. Elle soupçonnait cela depuis des mois, mais les soupçons ne suffisaient pas. Elle avait besoin de preuves. Alors elle avait disparu des radars, pas de garde du corps, pas de chauffeur, pas d'assistant. Juste elle, une fausse identité et un plan pour emprunter chaque ligne du réseau jusqu'à trouver les failles. Ce soir, elle avait trouvé la faille. Caméra du dépôt de la ligne 12 mystérieusement hors service, garde, absent par commodité, vente de billets non enregistrés. Et quelqu'un l'avait reconnue. Elle ne savait pas qui. Elle se tenait près du bureau de maintenance, faisant semblant d'attendre un bus, quand elle avait entendu des pas derrière elle. Une voix basse et pressante, « C'est elle ». Elle s'était retournée, mais le couloir était vide. Le temps d'atteindre la sortie, on lui avait pris son téléphone, son portefeuille, sa carte d'identité. On l'avait poussée par la porte arrière et on lui avait dit de disparaître. Si elle revenait, si elle parlait, on s'assurerait qu'elle le regrette. Sarafina n'était pas stupide. Elle savait ce que cela signifiait. Elle savait aussi qui était derrière. Clinton Ward, le directeur des opérations. Il poussait depuis des mois une politique de réduction des coûts qui privilégiait les profits au détriment de la sécurité. Elle avait résisté. Il avait souri et dit qu'il comprenait. Et puis il avait commencé à monter un dossier pour la remplacer. Elle regarda par la fenêtre tandis que le bus traversait les rues sombres. La neige tourbillonnait contre la vitre. Elle pensa à l'homme qui lui avait donné ce billet. Il n'avait pas demandé son nom. Il n'avait rien demandé en retour. Il l'avait simplement tendu et était parti comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle avait vu son visage seulement un instant, mais elle l'avait mémorisé. Les yeux fatigués, la veste usée, la façon dont il avait hésité avant de s'avancer. C'était un homme qui avait sacrifié quelque chose d'important,
Et elle devait savoir pourquoi. Plus encore, elle devait le retrouver. Parce que dans une ville pleine de gens qui détournaient le regard, qui suivaient les ordres, qui gardaient la tête baissée, lui avait fait quelque chose de différent. Il avait choisi d'aider, et si elle voulait faire tomber Clinton Ward, elle aurait besoin de gens comme lui. Son assistante, Rosalind Pierce, la cherchait probablement déjà. Rosalind était intelligente, efficace, et loyale à Clinton. Sarafina le soupçonnait depuis des semaines, mais ce soir l'avait confirmé. La façon dont Rosalind avait oublié de mettre à jour son agenda. La façon dont l'équipe de sécurité avait été réaffectée. La façon dont ses codes d'accès avaient cessé de fonctionner. Sarafina appuya sa tête contre la vitre froide. Elle était fatiguée, elle était en colère, mais par-dessus tout, elle était déterminée. Ce n'était pas fini. Carter se réveilla dans un lit d'hôpital. Sa tête était entourée de bandages. Son épaule était immobilisée. Les néons au-dessus de lui étaient trop vifs. Il cligna des yeux, désorienté, et essaya de se redresser. Doucement. Une infirmière apparut à son côté et le repoussa doucement. « Vous avez fait une sacrée chute. »« Audrey, murmura-t-il. Elle va bien, elle est stable. » Les médecins ont réussi à stabiliser sa respiration. Le soulagement le frappa si fort qu'il faillit s'évanouir à nouveau. « Je peux la voir. Dans un petit moment. Reposez-vous d'abord. » Mais Carter ne se reposa pas. Il fixa le plafond et pensa à la facture qui s'accumulait à chaque minute passée ici. Il pensa au billet de bus qu'il avait donné. Il pensa à comment il allait payer tout ça. La porte de sa chambre s'ouvrit. Une femme entra et, pendant un instant, Carter ne la reconnut pas. Elle portait un manteau élégant, propre et sec. Ses cheveux étaient attachés. Elle ne ressemblait en rien à l'inconnu désespéré de la gare routière, mais ses yeux étaient les mêmes. Derrière elle se tenait un homme en costume coûteux. Il se présenta comme Elias Grant, avocat. Sarafina s'avança et posa quelque chose sur la table de chevet. Le billet de bus, toujours froissé là où elle l'avait serré. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle. Carter la fixa. Puis le billet. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu vous dire merci. » Elle marqua une pause. « Et vous demandez de l'aide. Je n'ai pas besoin de vos remerciements. Je sais. » Elle tira une chaise et s'assit, croisant son regard. « Mais je vais payer votre facture d'hôpital quand même. Et les frais médicaux de votre fille. Et je vais lui mettre en place un programme de soins respiratoires pour qu'elle n'ait plus jamais à attendre un inhalateur. Je ne veux pas de charité. » Ce n'est pas de la charité, dit Sarafina calmement. C'est un investissement. Dans quoi? Dans quelqu'un qui croit encore à faire ce qui est juste, même quand ça lui coûte tout. Elle lui dit alors la vérité sur Blake Transit Group. Sur l'enquête. Sur Clinton Ward et Rosalind Pierce. Sur le démantèlement systématique des protocoles de sécurité au profit de profits à court terme. Sur les caméras trafiquées, les registres falsifiés, les accidents étouffés. Et puis elle lui parla de la nuit, 5 ans plus tôt, où un bus avait dérapé sur une route verglacée et percuté une berline. Un bus dont les freins avaient été remplacés par des pièces moins chères et non certifiées 3 semaines plus tôt. Un bus qui aurait dû s'arrêter, mais qui ne l'avait pas fait. Carter se figea. « Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que l'accident qui a tué votre femme n'était peut-être pas un accident. » La pièce resta silencieuse un long moment. Les poings de Carter se serrèrent. Sa respiration devint courte. « Vous me dites que quelqu'un a lésiné sur les coups et que ma femme est morte à cause de ça. Je dis que c'est possible. Et si c'est vrai, je vais le prouver. Mais je ne peux pas le faire seul. » Carter la regarda. « Pourquoi moi ? Parce que vous êtes technicien de maintenance. Vous savez comment fonctionnent les systèmes. Vous savez trouver ce que les gens essaient de cacher. Et vous n'êtes sur le radar de personne. Et c'est dangereux, ajouta Elias. Carter secoua la tête. Je veux juste rentrer chez moi auprès de ma fille. Je comprends, dit Sarafina. Mais je vous demande de penser à toutes les autres filles là dehors, à toutes les autres familles qui pourraient perdre quelqu'un parce que quelques hommes ont décidé que le profit était plus important que la sécurité. Carter resta silencieux. Puis il demanda. « Qu'est-ce que vous voulez ? Regardez. » Sarafina sortit une tablette et lui montra des images de vidéosurveillance du dépôt de bus. « C'est de la nuit où vous m'avez donné le billet. Regardez l'horodatage. » Carter regarda. Les images montraient le guichet. Elles montraient Sarafina escortée dehors. Elles montraient Carter lui tendant le billet, puis un saut. 12 minutes manquantes. Ils l'ont effacé, dit Carter. Ils ont essayé.
Mais effacer laisse des traces. Et ces traces peuvent être récupérées. J'ai juste besoin de quelqu'un qui sait entrer là où il n'est pas censé aller. Carter la regarda longtemps, puis il regarda le billet sur la table. Si je fais ça, je le fais à ma façon. Personne ne touche à ma fille. Personne ne sait même qu'elle existe. D'accord. Et si vous me mentez, si c'est une opération de communication, je pars. Sans question, sans explication. Marché conclu. Sarafina tendit la main. Carter la serra. Ils se revirent 3 jours plus tard, après la sortie de Carter de l'hôpital et quand Audrey fut assez bien pour rester avec Amanda. Sarafina avait arrangé un accès au dépôt pendant un quart de maintenance. Carter portait son uniforme habituel. Sarafina portait un badge visiteur qu'Elias avait falsifié. Ils avaient l'air de 2 personnes qui avaient toutes les raisons d'être là. Le dépôt était presque vide à 7 heures. L'équipe de nuit était réduite. La plupart des bus étaient garés en rang bien alignés, moteur froid. Carter guida Sarafina jusqu'à la salle de contrôle où se trouvait le système de vidéosurveillance. La porte était fermée, mais Carter avait passé des années à apprendre à contourner les serrures bon marché. Cela lui prit moins d'1 minute. À l'intérieur, la pièce était exiguë et encombrée. Des écrans couvraient les murs, la plupart affichant du bruit ou rien du tout. Carter trouva le serveur principal et l'alluma. Sarafina se tenait derrière lui, enregistrant tout avec son téléphone. « Regardez ça », murmura Carter. Il montra un enchevêtrement de câbles derrière le serveur. Quelqu'un a recablé l'alimentation. Ce n'est pas professionnel, mais c'est délibéré. Il voulait pouvoir couper les caméras à distance. Vous pouvez tracer d'où venait le signal. Carter consulta les logs. Les données étaient fragmentées, mais il trouva ce qu'il cherchait. Cette adresse IP. Il s'arrêta net.